merci beaucoup, Sanjay, d'être ici avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur et surtout, on est très heureux de t'avoir parmi nous pour ce dernier talk de l'année. Okay. Parce que, a priori, on est le 3 décembre, on ne va pas en refaire avant le 31, donc on clôture l'année en beauté. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est sûr. En plus, aux couleurs du wagon. Tant mieux. Merci à tous d'être là, merci à ceux qui nous suivent aussi en ligne, ceux qui auront le privilège de regarder les vidéos derrière. Je vois qu'il y en a qui arrivent encore, donc installez-vous, n'hésitez pas à venir devant. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Wagon. C'est une journée un peu particulière, c'est le Wagon Tech Meetup. On a décidé au Wagon d'organiser cet événement de manière annuelle, peut-être même plus. On va pousser pour ça en tout cas. L'idée c'est de faire se rencontrer nos alumni, nos partenaires aussi qui recrutent, les entreprises qui recrutent, mais aussi les entreprises, et on va en parler comme FitClub, qui aident potentiellement au financement de formation. Donc on est très heureux de vous accueillir ici. En 2 mots, le Wagon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste revenir un petit peu là-dessus. Le Wagon, c'est un bootcamp de code, c'est une école de code qui a été créée en 2013 à Paris et qui s'est installée à Maurice en février 2021. Donc ça va faire 1 an et demi, bientôt 2 ans qu'on est ici. Nos premières formations ont eu lieu en juin 2021. Et aujourd'hui, je suis très content de vous dire qu'on a plus de 120 alumni à Maurice, ce qui est très chouette pour un pays comme Maurice, et surtout des opportunités d'emploi et de job qui sont, j'allais dire, quasi infinies à l'heure actuelle dans le milieu de la tech, de l'IT, de bio, etc. Donc on est très 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 heureux d'être là. Le Wagon, c'est 2 formations. C'est une formation en web développement et une formation en data science. Le web développement, plutôt axé sur le produit, proposer des produits qui vont répondre à des besoins utilisateurs, et la data science, et ça on va en parler ensemble, parce que je pense qu'on a beaucoup de sujets là-dessus à évoquer, plutôt axé machine learning, intelligence artificielle, programme prédictif, et on va éventuellement se mettre en situation ensemble avec FinClub. Donc ça, on est très heureux. Le Wagon, c'est des bootcamps qui démarrent tous les 4 mois. Les registrations sont ouvertes pour les prochains bootcamps de janvier, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à venir nous voir aujourd'hui sur le campus des Cocottes à Saint-Pierre. Vous trouverez facilement les Cocottes. Voilà. J'arrête pour la présentation du Wagon. On a beaucoup de sujets à évoquer ensemble, donc je vais te donner la parole un petit peu. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement intéressant. On va parler de ton histoire, qui est... Enfin, moi, je me suis un peu renseigné. J'ai préparé mon intervention aussi. Et on va parler de l'histoire de FinClub, qui est incroyable aussi. Est-ce que, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, d'où tu viens, tes origines, et nous faire un petit parcours avant FinClub. Alors je sais qu'il est très long, moi j'ai quelques points que je vais souligner, que tu vas sûrement évoquer pendant ta présentation, mais est-ce que tu peux nous en parler pour démarrer? Oui. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Sanjay Langol. Moi je voudrais être un peu comme les politiciens, vous savez, parce que quelqu'un vous pose une question, et on essaie de répondre à la question en posant une autre question. Vous savez ce que c'était ici, pardon? L'appellation, normalement, et je l'ai dit, devrait vous évoquer quelque chose. Voilà. En fait, c'est-à-dire c'est la transformation des choses. Donc vous prenez quelque chose qui existait pour une bonne cause, qui était utile avant, et vous les transformez à quelque chose de beaucoup plus à jour, plein d'innovation, et évidemment quelque chose qui permet de regarder l'avenir avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'optimisme et aussi d'opportunité. Donc c'est un peu mon histoire aussi. Donc moi je suis né à Vallée des Prêtres. Je ne sais pas si vous connaissez parmi vous Vallée des Prêtres. C'est pas
le Floréal ou le Grand B, etc. Mon père était excusez-moi, je suis beaucoup plus anglophone que francophone, mais mon père était caretaker, donc je crois pionnier dans l'école primaire que je fréquentais, qui était toujours de Vallée des Prêtres. Et ma mère était half-wife, donc à la maison, je me souviens qu'on avait 2 vaches chez nous, donc c'était un peu historique du début. Et puis, donc l'école primaire de Vallée des Prêtres, l'école secondaire de Trinity, qui est jadis donc fermée, par la suite le collège Boudjouari, donc rien de grandiose, d'exceptionnel, je peux vous dire que c'est... de là, je ne sais pas comment la famille a pu trouver le financement pour m'envoyer en Angleterre. Donc, j'ai étudié à l'université de Nottingham. Je suis ingénieur de formation. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui croient que je suis économiste ou j'ai fait des études de comptabilité ou légal ou je ne sais pas quoi encore, mais je suis ingénieur de formation. Lorsque je me suis diplômé, je crois bien, j'étais parmi les premiers mangas, sinon le premier manga de mon côté, du côté de mes frères, mon papa et ses frères, etc. Donc le premier à avoir un diplôme de tertiaire, et plus précisément de l'Angleterre. Donc, et lorsque je suis retourné à Maurice, donc en 1988, déjà avant de partir, je savais que les choses étaient difficiles parce que j'ai travaillé, vous savez, pendant une petite période et je gagnais 500 roupies à l'époque. 500 roupies, c'est... et lorsque je suis retourné, je m'attendais à ce que je trouve que c'est un pays qui était toujours, on est en train de essayer de chercher quelque chose. Mais finalement, à ma grande surprise, c'était vraiment la transformation. Et que, avant d'atterrir même à Maurice, donc j'ai envoyé mon CV, et il y avait 3 interviews qui étaient lined up pour moi, parce que je suis retourné. Le premier était Bonnet Sportswear, donc dans le textile. On m'avait dit, tu sais Sanjay, tu ne fais absolument rien. Tu marches, tu regardes, tu observes, et puis tu viens me donner un petit feedback chaque quinzaine de jours. Okay. Le deuxième, et ça payait 4 000 roupies. Deuxième, c'était un job à Sokota, à Phoenix. Je crois que là-bas, c'était 6 500 roupies. Et puis le troisième, c'était Olma, qui, je crois, qui se trouve dans les environs, à Saint-Pierre. Et là, c'était 7 500 roupies du départ, et on m'avait promis de me donner une voiture déjà après 1 an. Et je demandais, est-ce que vous allez mettre ça sur votre compte? J'ai dit, oui, on va mettre ça. Alors, je ne sais pas si j'étais bête ou intelligent. Finalement, j'ai payé le job de 4 000 roupies à Bonnet Sportswear. La raison était simple. Je me suis dit, vraiment, l'opportunité extraordinaire. Le problème, c'est qu'il y avait, donc, c'est Optical Lens Manufacturing Company, donc, qui produisait les verres optiques. Et il y avait une seule. Même si je devenais le plus grand spécialiste de ça à l'île Maurice, ben, les opportunités s'étaient limitées. À Cotonah, sur Cotonah, c'était toujours un peu comme ça même. Mais à Bonnet, je me suis dit, ben, c'est l'opportunité d'ouvrir, de regarder toutes les possibilités. Ben, je suis retourné. À l'époque, Azim Karimji était mon patron. On a commencé, et puis 15 jours, je donnais un petit feedback, un papier, un petit rapport. On s'est rencontrés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et au 5e, il me dit, tu sais, Sanjay, ce que tu es en train de me dire là, c'est excellent, c'est très bien. Maintenant, va résoudre les problèmes. D'accord, il me dit, va résoudre les problèmes. Ben, je dis, ben, moi je ne peux pas, il faut que vous me donniez les gens et les personnels requis. Donc, il me dit, ben, vas-y, construis l'équipe, recrute, on va. Petit à petit, on a donc monté ce qu'on appelait le Quality Control and Industrial Engineering Department, commencé avec 2 personnes, et puis éventuellement de terminer avec 25 personnes. Donc déjà, on prévoyait les problèmes. D'une part, on prévoyait donc préventif, et deuxième part, au niveau de l'efficience et la qualité.
je dirais peut-être c'est un peu moi-même, la demande de la qualité, la persévérance de chercher et de trouver les problèmes en amont avant que ça. Voilà, donc pour faire l'histoire courte, par la suite je quittais, donc un petit département, je suis parti à Seniaware, donc toujours textile, j'étais responsable d'à peu près 750 personnes là-bas, et puis par la suite à General Mills, 350 personnes, mais là j'étais General Manager, donc responsable de l'usine. Par la suite j'ai quitté, donc petit département, grand département, toute l'usine, et puis je suis parti travailler à EPZDA, Export Processing Zones Development Authority, donc c'était un département du gouvernement paritatif, mais à l'époque, vous savez, c'était un autre monde, même dans le gouvernement on travaillait, donc alors, on a commencé à avoir une approche plus nationale, plus holistique de regarder, on travaillait avec non seulement le textile, mais d'autres secteurs. Et au fur et à mesure, ça m'a construit vraiment pour comprendre les choses en ce qui concerne productivité et développement. Et de là, en 1998, je suis parti, j'ai démarré mon propre petit business qui s'appelait IMS Consulting, donc essentiellement la formation. IMS Consulting, la formation, donc entrer en gamme, quelque chose de très basique, formation, et puis consultant. Et là aussi, on a dit, ben, stratégiquement, comment on va se positionner, parce qu'il y avait les Big Five, et les grosses entreprises n'allaient pas nécessairement prendre le service. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que, justement, on ne va pas faire et qui on ne va pas cibler. On a dit, ben, on ne va pas cibler les grosses entreprises, on ne va pas cibler le tourisme parce qu'on n'a pas les compétences, on ne va pas cibler tel type d'entreprise. Et de ce fait, on a commencé au départ cibler les PME et de là, de dire que les PME à l'île Maurice. Et à partir de 2002, mais plus précisément 2004, on est parti à Madagascar, donc Maurice-Madagascar. En 2006, on a créé un peut-être Mauritius, donc avec l'idée, c'est justement de regarder l'aspect beaucoup plus conseil, formation, conseil institutionnel, donc investment, promotion, etc. Et là, on a opéré dans, je dirais, peut-être 25 pays, généralement les pays de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, Maurice, Seychelles, Madagascar, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Éthiopie, etc., mais aussi quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, le Ghana, Burkina Faso, le Bénin. Donc, pendant les 24 dernières années, vraiment, c'était fun, hein? On a vraiment fait quelque chose de très intéressant. Et déjà, parce que j'ai commencé mon business, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose qui est intéressant, de sorte que je ne voudrais pas prendre les vacances. Donc, pour moi, c'est en fait, finalement, depuis 24 ans, je travaille. It's fun, always. Aime ton travail et tu n'auras jamais l'impression de travailler, en fait. Exactement. Donc, 88, tu reviens à Maurice. Exact. 98, tu crées ta première compagnie. Donc, pendant 10 ans, tu te formes, enfin, tu as toutes ces expériences-là. 98, et après 98-2007, donc là, c'est l'expansion de la compagnie que tu crées, 25 pays. C'est énorme quand même. C'est énorme. Et c'est, enfin, le timing, enfin, ça s'est fait très vite, tout ça. Tout à fait, et c'était phénoménal parce que nos clients étaient par exemple la Commission européenne, donc pas n'importe qui. Pas n'importe qui, oui, bien sûr. Le African Development Bank, commissaire, etc. Donc vraiment, mais je pense que nous, stratégie était importante. Déjà au départ, qui on voulait cibler, qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Et on s'est dit que size, la grandeur n'est pas, it's not strength, c'est pas nécessairement la force. Par contre, d'être en réseau, c'est quelque chose. Donc,
c'était pour nous très facile de chercher les réseaux. Par exemple, Impretec, il y en a quarantaine de centaines Impretec au monde, 14, 15 en Afrique. Donc, si on a un projet au Burkina Faso, par exemple, et il y a une centaine Impretec là-bas, tout de suite, on est en train de faire une alliance, travailler quelque chose en projet. Donc, il y avait ce win-win situation qui nous permettait vraiment d'avoir une présence, de gérer les projets, parce que des pays comme Burkina Faso, hein, c'est wilderness, comme on dit. Et surtout, vous aviez créé un modèle qui vous permettait de rapidement aller sur un pays et de rapidement l'implanter. Exactement, de ça. Et aussi, on travaillait beaucoup avec les boîtes européennes. Donc, il y a un aspect de crédibilité, de networking, les compétences. Tu es tout seul à cette époque à avoir créé ça? C'est-à-dire nous, comme société ou... Toi, enfin, entrepreneur, là, je plus sur une question d'entrepreneuriat. Oui. T'es seul à avoir créé la structure, etc. Ou t'es accompagné ou peut-être c'est un défaut aussi, hein, on peut le dire. L'exigence, la demande de qualité, la demande de soi-même. Probablement, je suis mon premier critique. Bien sûr. De demander, parce que c'est pour ça qu'on passe facilement un jour, les samedis et les dimanches, etc. Donc, évidemment, c'était quelque chose qu'il fallait. Beaucoup de sacrifices. Et c'est ça qu'aujourd'hui, lorsque on est en train de le regarder, donc on voit les côtés visibles des choses. Il y en a qui ont réussi, etc. Ouais, mais à l'arrière, il y a beaucoup de travail. Énormément de travail. Les gens qui réussissent, on a les gars qu'on connaît à Maurice et à l'extérieur aussi. On voit qu'ils ont réussi et on voit que le côté glamorous, le côté glamour des choses, qui n'est pas nécessairement le cas, parce que vous regardez le temps qu'ils mettent, les sacrifices qu'ils font. À construire tout ça, bien sûr. Tout ça. Et aussi, il faut savoir que lorsqu'on fait ça, moi je dirais que peut-être, lorsqu'on commence un business, moi j'étais quand même très bien payé. Dans mon job, relativement bien payé, j'avais une voiture, etc. Et lorsque j'ai quitté, donc c'était tombé quand j'ai recommencé à zéro. Donc déjà cette solitude, et puis d'essayer de construire. Et par contre, lorsqu'on a le temps, lorsqu'on voyage, lorsqu'on réfléchit et lorsqu'il y a cette autocritique, c'est qu'on se demande, par exemple, je me souviens, première année, on avait fait 600 000 € de chiffre d'affaires, deuxième année, c'était 1,5 million, troisième année, c'était, je crois, 3 millions, et puis 4, 5, 6, c'était 3, 3,5, c'était stagné. Et on se demandait, mais pourquoi il n'y a pas on n'est pas en train de grandir, il n'y avait pas ce growth. Et finalement, je me suis dit, le problème, c'était moi-même. C'est-à-dire que je vérifiais les choses et que tout ce qu'on faisait, on se disait que je dois relire, vérifier, est-ce que, en fonction de ce qu'on est en train de livrer au client, est-ce que c'est le top, la perfection qu'on veut donner au client? Donc c'était ça. Donc déjà, deux premiers problèmes. Cette exigence que tu avais envers toi-même. Premièrement, lorsque on regarde, par exemple, iPhone 3, le premier des iPhones qui était sorti, il y avait beaucoup d'innovations, mais ce n'était pas nécessairement un produit top. D'accord, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de bugs, etc. Mais c'était good enough for the market. Pour le marché, c'était bon. Et c'est venu, les gens ont acheté, commencé à s'approcher. Et un an après, le moment que iPhone est venu avec iPhone 4, beaucoup de ces problèmes. Donc déjà, il y avait un genre de quality control, quality assurance qui était fait par le grand public. Donc il y avait beaucoup de feedback. Mais en même temps, il se dit que pourquoi? Donc ça, c'est déjà, à mon avis, non.
on dit qu'on vise la perfection. Ne faites pas cette erreur. On n'a pas besoin de perfection. D'accord? Donner le client ce qu'il est en train de chercher, peut-être un peu mieux de ce qu'il cherche, mais pas nécessairement la perfection. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, aussi, justement, d'un côté perfection, je me suis dit, il faut que les rapports, les documents, tout ce qu'on est en train de sortir, il faut que je vérifie. Assumer que moi, lorsque je fais quelque chose, et c'est 100% assumé, je ne dis pas que Le problème, c'était qu'on avait 1 fois 100%. Et si je suis en train de déléguer mes collègues, et qu'eux, ils arrivent à le faire à 80%, Assomption, et que s'il y avait 4 personnes, 4 fois 80, ça vous fait 320. Donc, c'est déjà 3 fois le volume, le output que toi seul, moi seul qui pouvait faire. Donc, quelque part, et c'est justement, ce sont des petites choses, les autocritiques. Et puis, troisième point aussi important, c'est qu'on dit que le customer is king. Non. Oui, peut-être, c'est vrai, mais pas nécessairement. Customer is not always king. Comme dirait Henry Ford, hein? À l'époque, il avait commencé à inventer l'automobile, etc. Et il disait que si je demande à mes clients à l'époque, qu'est-ce que vous avez besoin? Les clients, lui aurait dit, I want faster horses. Donc j'aurais besoin des chevaux qui sont plus rapides. Personne n'aurait dit que allons inventer l'automobile. Donc, the customer is right, true, but not always. Et cette prise de conscience. Cette prise de conscience. Tout va bien. Cette prise de conscience, tu as réussi à l'avoir seul, de te dire déléguer du travail, ne pas être aussi perfectionniste pour pouvoir avancer plus rapidement, finalement. Tu as réussi à tout seul prendre conscience de ça? Oui. Mais oui, de prendre conscience de ça, oui, avec peut-être des collègues qui continuent à me critiquer, c'est tant mieux. Mais aussi, c'est que il n'avait pas de choix, parce que déjà en termes de temps, bien sûr. Deuxièmement, en termes de volume de ce qu'on voulait retirer, mais troisièmement, comment je peux être au Burkina Faso en même temps d'être en Maurice, par exemple. Donc il y avait l'impératif de contexte. Donc il fallait mettre tout ça et s'adapter, bien entendu. Donc là, tu fais grossir l'équipe, tu fais grossir le business, ça prend, on est en 2007 à peu près. Oui, exactement. À cette époque-là, déjà, par exemple, à Maurice, au niveau de la formation, la partie formation, on formait à peu près 2200-2500 personnes par an. En termes de nombre de têtes formées, peut-être qu'on était le numéro 1. D'accord? Mais bien entendu, c'est un métier relativement facile à entrer. D'accord? C'est un peu comme aussi, à l'époque, lorsque j'ai démarré, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux faire? Conseil, formation, et j'ai commencé à chercher, et on vendait aussi, par exemple, les mobiliers, les chaises, tables, etc. Okay. Donc, au fur et à mesure, moi, je devais, comme si, éliminer de faire les choses qui étaient plus challenging, déjà, que j'ai eu, et peut-être laisser tomber ce qui était, certes on faisait de l'argent, mais de laisser tomber les trucs qui étaient faciles à entrer, de market entry, comme on dit en anglais. Il y en a, let go. Par exemple, la première chose qu'on a abandonnée, c'est tout ce qui était mobilier, les chaises, tables, etc. Parce qu'on faisait de l'argent, c'est vrai, mais c'était, il fallait comme si se concentrer sur quelque chose. Et puis, donc ça, et puis évidemment, en termes de complémentarité, on travaillait beaucoup avec des institutions, des organisations, voire les personnes, etc. Ok. Cette aventure-là, elle dure combien de temps? Enfin, elle ne s'arrête jamais vraiment, en fait. Ça dure toujours. Ça dure toujours. Oui, bon, quelque part, Covid est passé par là, donc en termes de voyage, etc. Et dans ce métier, lorsque le réseau est important,
networking. Et donc, c'est pas qu'on ne voyageait pas, mais la partie réseau, lorsque vous commencez à perdre, etc. Et puis, moi j'ai toujours aimé faire des trucs, have fun, in your work, do things that you're passionate about, et have fun. Lancer des projets, tester, faire des choses, lancer. Et au fur et à mesure. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que par la suite, la compétition aussi venue. Et nous, il fallait continuer à monter en gamme, monter en qualité. Et la compétition, en fait, nous, par exemple, lorsque je dis nous, c'est essentiellement, par exemple, à Maurice, les Africains aussi, on faisait aux Européens, c'est-à-dire de vendre des services à moins de prix et la qualité qui était OK, c'était bon. Mais aujourd'hui, les Africains aussi le font et ils sont bons. Hein. Vous savez, je viens de vous dire que j'ai voyagé peut-être dans une cinquantaine de pays, au moins une vingtaine, 25, c'est africaine. Et aujourd'hui, la qualité, que ce soit main-d'œuvre ou l'intellect africain, est top, et passe. You know? Mais on le voit avec certains pays qui sont, et notamment dans les startups, en train d'exploser sur certains business. Donc, Nigeria, Côte d'Ivoire, tout ça. Enfin, oui, le Nigeria, il y a le big 3 ou 4 façons de voir les choses. Donc, Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte. D'accord? Et puis, donc ça, c'est les, disons, catégorie A. Et après, on a les B qui sont Côte d'Ivoire, Rwanda, même la Tanzanie, d'autres pays qui émergent, qui est en train de venir d'abord avec beaucoup d'innovation. L'avantage qu'ils ont, c'est que justement, ils sont en train de tourner des avantages pour faire un avantage. Donc, ils n'ont pas eu ce wired connection, ils ont eu téléphone, donc de faire ce leapfrogging, de passer directement à des services qui sont beaucoup plus... Par exemple, j'avais lu récemment que, par exemple, les personnes sont aujourd'hui, au Kenya, par exemple, ils préfèrent faire tout sur le téléphone que d'aller quelque part dans une succursale de banque, par exemple. Ils ont plus d'infrastructures qui le permettent en plus aujourd'hui. J'ai lu, en me renseignant un petit peu, près de 500 projets sur lesquels tu étais intervenu, dans plus de 20 pays, comme tu le disais tout à l'heure. Tu as travaillé avec la Commission européenne, la Banque africaine de développement, Conférence des Nations Unies, etc. Enfin, on pourrait en citer encore plein. Moi, donc serial entrepreneur, je pense que ça on peut le dire. Oui. Et du coup, j'ai une question. Comment on fait 400, plus de 400 projets, 25 pays, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est important. Disons que lorsqu'on parle de 400, 500 projets, nous on avait comme justement de compliquer la vie, de se compliquer la vie, c'est-à-dire de monter des projets que les autres ne pouvaient pas. La conception de projets, des projets et le project management, la gestion de projets, ça c'était vraiment quelque chose que c'était important. Par exemple, les projets qu'on montait, bon, c'est vrai, c'est un projet, mais peut-être dans 8 pays. Donc moi, je le considère comme 8 projets. Ah bah oui, bien sûr. Quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, lorsque il y avait des projets qu'on le faisait, évidemment, il y avait pas mal de choses qui se passaient dans plusieurs pays en même temps. Et pour compliquer les choses encore, c'est que, par exemple, je me suis dit, il faut que je fais un petit hobby quelque part. Et en 2000, c'était quoi? À partir de 2007, d'accord, pendant qu'on faisait tout ça, on a décidé qu'on va aller dans l'immobilier aussi. Donc, construction d'un bâtiment de 9 étages qui se trouve maintenant à Québec. Donc, en parallèle, ce sont des choses qu'on faisait, d'avoir une équipe, une construction. Vous imaginez quand même un projet de... la complexité, bien sûr. C'est assez conséquent. Ouais. Et dedans, je voyageais entre, je dirais, 10 à 12
je faisais 10 à 12 voyages par an et je visitais dans les environs de 15 à 18, donc peut-être 20 pays par an. D'accord. Tu fais du sport pour qu'on peut arriver à... parce que la fatigue, etc. Déjà un aller-retour en France, je suis épuisé, alors 12 par an, je peux imaginer. Moi, c'est... Bon, ça c'est... T'as un secret pour... Ça c'est un gros problème. Hein, ça c'est un gros problème d'avoir le temps pour soi, pour Bien sûr. Pour la famille aussi, et aussi de pouvoir faire l'exercice. Donc, bon, moi j'aime marcher, d'accord? Donc s'il faut aller au marché, je ne vais pas prendre la voiture, je vais aller marcher. Donc je l'intègre dans ma vie, en quelque sorte. Ouais. Donc ça c'est bien. J'avais commencé à faire le golf, mais je voyageais trop, le rythme ne me permettait pas. J'avais des cheveux de course à l'époque, je crois que c'était 2005 à 2006, 2002 à 2006. Donc, vous se levez tôt le matin, 5 heures, que ce soit d'aller au Floréal, au Champ de Mars, de regarder les chevaux courir ou de marcher, etc. Oui, mais à mon goût, peut-être j'aurais dû faire beaucoup plus de sport. Aujourd'hui, je paye un peu le pour casser, comme on dit. Ça va. Mais c'est... Ouais. Toujours en activité, en fait. C'est ça qui te draine et qui te... Je dis que let your mind drive your body. Vous savez, si vous avez cette aptitude, ce positive attitude de prendre les choses positivement, même des problèmes. Hein. Très souvent, vous vous rendez compte, tu te rends compte, hein. Forcément, il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent dans des contextes de ce genre. Essayer de le prendre positivement. Bon, bien sûr, le feu de l'action, c'est différent, mais en rétrospect, on est en train de réfléchir, de voir comment s'améliorer, d'évoluer, etc. Tu nous livreras peut-être ton secret plus tard, cette petite... alors, il y a un sujet sur lequel j'aimerais insister un peu plus ici, et surtout à Maurice. Enfin, déjà, bravo, parce que c'est une belle histoire en termes... Tu t'es construit tout seul, déjà, enfin, c'est plutôt admirable. Mais on a eu beaucoup d'équipes, je pense que... Mais tu as démarré seul, quand tu me disais que tu es revenu à Maurice en 88, tu as démarré tout seul, etc. Évolué au sein d'entreprise pour apprendre aussi à manager, puis ensuite te lancer seul, etc. Enfin, on peut dire que tu t'es quand même construit, bien entouré, mais on avait démarré donc 2 personnes et 20 groupes. C'était en 1998. Donc c'est quand même, c'est bravo, je pense que ça c'est quand même, c'est plutôt chouette. Ouais, je pense que vous pouvez l'applaudir. Il y a j'allais dire, un de tes projets pour lequel tu es particulièrement connu à Maurice, et nous c'est aussi à travers ça qu'on te connaît, c'est Film Club, qui est tout aussi admirable parce que on va en parler un petit peu, mais vous allez voir dans les démarches et toutes les obtentions légales que tu as eues, etc., il y avait un gros travail. Et en plus, j'en ai parlé avec quelqu'un que tu connais, qui est Paul Perrier, qui était là, ici, il y a quelques mois, donc on le salue. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Film Club? Première question, déjà, si tu peux nous le décrire en une phrase très simple. Qu'est-ce que c'est Film Club? Qu'est-ce que ça permet? Création d'opportunités et la démocratisation de finances en général. Donc que ce soit pour soi comme individu ou financement des projets. D'accord? Donc en rétrospect, le fait qu'on travaillait beaucoup avec les PME en Maurice et en Afrique, et soit dit en passant, on a fait aussi le plan d'action des PME, 10-year master plan pour le gouvernement de Maurice. Donc, ce qui a été mis en place à partir de 2017, donc c'est toujours en cours. Ça s'appelle le plan stratégique du gouvernement, donc ceux qui sont en train de le faire. Bon, évidemment, il aurait pu mieux faire, mais n'empêche, c'est bon. On a fait par exemple le plan stratégique du textile pour le gouvernement de l'Éthiopie. Donc, quand même, il y a eu pas mal de choses. Et à chaque fois, on a trouvé le fil conducteur des problèmes. C'est accès aux finances. D'accord? Et accès aux finances,
accentué parce que, excusez-moi, en Afrique, on dirait que 80% des entreprises, des business, sont informels. Donc il fallait non seulement apporter une structure qui permettrait éventuellement d'avoir accès au financement, mais aussi et surtout de dire que, ok, dans des cas où ce sont les self-employed, donc les entreprises, enfin pas les entreprises, les petits business qui sont informels, il faut les mettre. Donc l'idée était venue de là. On a commencé à travailler en 2018, réfléchir, etc. Je crois en 2019 ou 20, on a eu un RSL, le Regulatory Sandbox License. Bon, il n'y avait rien qui existait, donc comme tu disais, c'est à l'époque que moi j'ai rencontré, donc on a rencontré Paul, et de là on a décidé de faire cause commune pour essayer de justement faire bouger les lignes. Voilà, bouger les choses. Il n'y avait pas de regulation, pas de loi. Donc il fallait faire justement sortir des trucs de ce genre. Donc je pense qu'en 2020, qu'il y a eu le Peer-to-Peer Lending Rules qui a été promulgué. Nous, donc en février 2021, je crois, donc FinClub est devenu le premier. Donc on a, même avec le RSL, nous on avait décidé de ne pas opérer. La petite différence par exemple par rapport à Funky, c'est que eux ils financent les PME. Nous on finance, donc l'idée pour nous c'est de dire, bon, vous savez, ça ne vaut pas la peine d'aller chercher les mêmes trucs, donc on voulait faire quelque chose de complémentaire, donc nous on ciblait les individus, d'accord? Alors, pour les individus, c'était beaucoup plus difficile dans le sens que, je dirais pour les PME, au moins tu as des bilans. Bien sûr, tu as un marché derrière. Exactement, il y a un marché, il y a des bilans, etc. Donc c'était un peu plus facile, en guillemets, pour justement faire le underwriting, pour regarder si on peut... KPI pour avoir... Exactement. Nous, par contre, on avait décidé, et aussi pour mettre un peu de pression sur les autorités, de dire, ok, votre RSL, non, il faut que vous mettez les lois cadres, parce que, par exemple, avec RSL, on n'avait pas accès avec MCIB de la Banque de Maurice. Donc, le MCIB, Mauritius Credit Information Bureau, c'est le repositoire, donc repository de tous les prêts, que ce soit les individus ou les sociétés qui ont à l'île Maurice, donc c'est avec la Banque de Maurice. Donc on ne pouvait pas avoir accès. Donc justement, c'est pour cela que nous, on avait poussé beaucoup plus. Et donc on a démarré avec un soft launch, donc décembre de l'année dernière, janvier de cette année-ci. Puisque nous, on a des ambitions non seulement pour être à Maurice, mais scale out, d'aller dans d'autres pays, on ne voulait pas acheter un white label platform. Donc, on voulait plutôt développer from scratch, donc ça nous a pris un peu plus de temps. Mais en même temps aussi, le IP, Intellectual Property Right, restait avec nous, de sorte que le scaling devient plus facile. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, FinClub, l'idée de FinClub, c'est aussi de créer un écosystème. Ce n'est pas un produit, d'accord? Et tout à l'heure, tu parlais de Artificial Intelligence, donc intelligence artificielle. Justement, nous, on est en train de, donc tout ce qui est, par exemple, credit score, d'accord, l'aspect crédit, on a développé des modules qui nous permettent de faire l'assessment assez rapidement. Je dirais assez rapidement. Aujourd'hui, on parle de peut-être 1 jour, 2 jours, mais si les données sont accessibles, on peut le faire presque instantanément. D'accord? Bon, il y a toujours beaucoup de travail à faire, et c'est pour cela que, vous savez, c'est peut-être des débats d'un autre jour, mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau, dans ce domaine, ça c'est premièrement. Au niveau aussi de fraud, digital identity et fraud detection, donc là aussi on est en train de développer le module
qui nous permettrait éventuellement de faire d'identifier KYC automatique. Toujours, le problème reste qu'on n'a pas accès à toutes les données qui sont disponibles. Par exemple, vous savez, lorsque vous partez dans une banque ou je ne sais pas où, on vous demande d'apporter votre pièce d'identité, preuve d'adresse, etc. Toutes ces choses-là sont révolues ailleurs. C'est révolu ailleurs. Ça se fait automatique. Donc, you don't even have to go to these places. Donc, c'est quelque part très important, très intéressant même. Et donc, on est en train de développer de trucs de ce genre et éventuellement pousser des choses. Donc, lorsqu'on a commencé à faire ces choses-là et on a essayé de parler un peu, de savoir ce que les gens pensent, de ce que... On a toujours cet esprit d'équipe et de partage. Hein. Donc, moi, je ne crois pas que... nous, si ça nous a pris 3 ans et demi, 4 ans, croyez-moi, c'est difficile. Hein. Le peer-to-peer lending, par exemple, au départ, nous, on pensait que avoir 4 personnes, de mettre des trucs ici, hop, on va commencer, on va déjà être des multimillionnaires, etc. Non. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque, disons, 3 ans de cela, je me disais, tu as des gens comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos ou je ne sais pas qui encore. Out of nowhere, ils ont construit quelque chose et ils ont vraiment fait beaucoup d'argent. J'ai dit, quand même, il y a des choses qui ne sont pas si difficiles ou si compliquées que ça pour pouvoir le faire et d'avoir beaucoup d'argent. Non, je crois que je me suis trompé. C'est difficile si le taux de mortalité des startups généralement tourne autour de 85, 90, peut-être 95% dans les 2 premières années, c'est forcément que c'est difficile. Et alors, tu arrives sur un marché que tu disruptes complètement, parce que du coup ça n'existe pas à Maurice. Vous êtes, tu l'as dit, la première fintech à obtenir une licence de prêt peer-to-peer ici à Maurice, donc ça c'est important de le souligner. Moi j'ai une question. En général, quand on lance des startups comme ça et qu'on disrupte un marché, j'allais dire les dinosaures qui sont là depuis des années, on essaie de nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Comment les banques ont perçu l'arrivée de FinClub à Maurice? Parce que si on reprend, tu as dit que n'importe qui pouvait aller demander un prêt sur FinClub. Donc par exemple, moi demain j'ai envie de me former, de financer ma formation au wagon, je vais éventuellement pouvoir le demander via la plateforme. Quelque chose qui pourrait être fait en temps normal par les banques, avec une banque traditionnelle. Comment eux, elles ont perçu cette arrivée-là? C'était bien vu ou Oui. Disons déjà, il faut dire que ce n'était pas que les banques, et on n'est pas là pour faire le bashing, etc. Non, bien sûr. Ce sont des partenaires qui vraiment ont contribué, et qui ont contribué beaucoup. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, si tu parles des dinosaures, il y a aussi un autre gros dinosaure, c'est tout ce qui est regulation. Hein, donc sortir, ça c'est encore plus compliqué et encore plus difficile. Donc, maintenant, au départ, c'est vrai que donc les institutions financières, eux, ils ont perçu les fintech peut-être comme potentiellement des opportunités, des compétiteurs au départ. Surtout lorsqu'on regarde, par exemple, Revolut, par exemple. Revolut, qui était en Europe, en Angleterre, et lorsque Revolut est parti en Irlande, il y avait voire 3, 4, 5 banques qui ont commencé à travailler ensemble justement pour pouvoir faire face à ces choses. Revolut, qui est une banque en ligne, enfin, qui est une néobanque à la base, qui permet d'ouvrir des comptes bancaires en ligne, etc. très facilement. Voilà. Donc ça. Mais au fur et à mesure, regardez, lorsque on est en train de, par exemple, présenter nos produits, aujourd'hui, si vous avez besoin de 20 000 roupies, où est-ce que vous allez avoir 20 000 roupies? Bon, il y a quelques institutions
par exemple MCB Microfinance ou quelques autres. Donc il y a possibilité, mais ce n'est pas nécessairement accessible, facilement accessible. Donc il faut aller se déplacer tous les documents. Et même si vous l'avez, et en général les banques à Maurice ne prêtent pas moins de 100 000 roupies, 100 000, mais il y a quelques-unes qui peuvent descendre 50 000 roupies. D'accord? Mais 20 000 roupies, c'est compliqué. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est leur business, ils veulent le faire. Le truc, c'est que le coût d'un dossier pour le financement de 50, 100 000 roupies, c'est déjà énorme. Donc c'est possible. Donc ça, c'est premier. Deuxièmement, le taux d'intérêt pratiqué, surtout par exemple lorsqu'on parle de unsecured loan, on est en train de dire, OK, c'est quoi, 12%, 15%, le leasing, aujourd'hui, ça monte jusqu'à 18%, 20%, 19%, donc le cost of borrowing money, donc c'est assez élevé. Et en contrepartie, si quelqu'un a 20 000 roupies et veut l'investir et veut le faire fructifier, les choix sont très limités. On ne peut pas investir dans l'immobilier, on peut peut-être stock exchange, mais là aussi le brokerage cost, etc., c'est assez important, donc c'est difficile. Et puis, on peut investir par exemple dans la crypto-monnaie, mais si vous investissez dans Bitcoin à 65 000 $, et aujourd'hui, je pense, c'est 15 000. Oui, voilà, 15 000, donc, vous savez, cette vulnérabilité, c'est conséquent. Donc, nous, on est venu justement dans cette optique de disruption, de venir offrir des solutions. Nos prêts, pour l'instant, enfin, 2 semaines de cela, c'était entre 20 000 roupies à 100 000 roupies. Mais on est tout ici, on a commencé à monter maintenant, on monte jusqu'à 500 000 roupies. Cette semaine-ci, par exemple, on a commencé à donner des prêts de 300 000 roupies, mais c'est fermé, on est case basis. Donc, lorsqu'on est en train de présenter ça de cette façon aux banques, eux, ils se disent, non, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas nécessairement le marché que nous, on veut tackler. Donc, il y a aujourd'hui, et on est en train de parler avec 3 banques pour les collaborations. Complémentarité. Complémentarité, voilà le mot, de faire tout ce qui est complémentarité, parce que beaucoup de banques, y compris à l'île Maurice, j'ai vu par exemple HSBC, c'était HSBC de l'Angleterre, ils sont en train de fermer 135 branches, d'accord, en 2023. 135 branches. Pourquoi? C'est déjà parce que, première stratégie, c'est de se retirer un peu de retail banking, donc les petits prêts, donc move, qui est un peu les tendances à Maurice. Deuxièmement, que les gens font beaucoup plus leurs transactions en ligne. Donc, il y a pas mal de choses qui se font donc en ligne. Le fait que nous, on vient online, on peut même faire. Aujourd'hui, si on a accès à des données, on peut faire les KYC online. Donc, on apporte des solutions qui sont très complémentaires. Donc, oui, au départ, moi, je pense que 2 ans de cela, il y avait genre d'appréhension. Mais là, petit à petit, on parle des banques, mais il y a aussi les assurances. Les assurances ont beaucoup d'argent et ça ne savent pas trop quoi faire. Donc, potentiellement, agir comme investisseur sur notre plateforme, c'est des opportunités. Vous viendriez être complémentaire de toutes ces institutions un peu historiques ici, en apportant une innovation autant dans l'utilisation, le produit, mais aussi dans l'offre que nous Exactement. Parce qu'une banque ne serait pas intéressée avec de prêts de 20 000 roupies, bien sûr. Mais si on l'emmène 500 prêts de 20 000 roupies, serait intéressé pour donner 10 millions. Donc, faut-il justement que nous on fait ce aggregation et on est en train de le vendre de cette façon. Donc, je pense que cette complémentarité de plus en plus va venir jusqu'à que peut-être on devienne une taille qui devient un peu plus menaçante. Ouais. Mais pas pour l'instant. Et vous faire racheter par la banque. Le fait que notre stratégie, dès le départ, c'est digital,
et on fait tout, on veut faire tout digital. Par exemple, si pour un investisseur chez nous, on n'a pas besoin de voir la personne physiquement. Donc, everything is digital. Pour les gens qui empruntent de l'argent, pour eux, effectivement, ils viennent chez nous. D'accord? Once. Mais là aussi, on est en train de travailler sur digitaliser l'outil. Et c'est peut-être la force aussi des startups d'aujourd'hui, c'est d'avoir cette rapidité d'exécution sur ces développements, l'agilité. Et de créer, de venir en avant avec des solutions innovantes. Bien sûr. Tout à l'heure, donc, on parlait de FinID, qui est notre module de tout ce qui est KYC et due diligence. Lorsqu'on a commencé, c'est quelque chose qu'on n'avait pas réfléchi au départ, mais lorsqu'on a commencé à parler aux gens, les management companies à Maurice nous dit ben, ça c'est intéressant. Je dis ah bon, pourquoi? Je dis ben, tu sais, nous on utilise l'équivalent mondial, c'est par exemple WorldCheck. D'accord? WorldCheck, c'est on fait le KYC et enhanced due diligence pour disons quelqu'un qui habite, je ne sais pas, en Nigeria ou en Angleterre ou en France, etc. Le gros problème, en utilisant par exemple pour le WorldCheck, c'est que le Mauricien moyen gagne comme salaire 34 000 € à peu près. Et ce Mauricien, lui, WorldCheck est above his head. Donc il fallait chercher des solutions qu'on peut onboard des gens, vérifier, faire le full due diligence rapidement, ça. Et que ce soit les banques, les management companies, les assurances ont besoin des solutions de ce genre. Donc, quelque chose qui, justement, nous dit, ben, donc, éventuellement, version 2 de, par exemple, FinScore et FinID, donc le Digital Identity serait en des SaaS basis, donc, qui peuvent être utilisés par d'autres compagnies, d'accord, ok. Créer des synergies dans les outils que vous avez développés au fur et à mesure. Du coup, ça m'amène à une question. Vous avez tout développé en interne? Non, c'est-à-dire que toujours cet esprit de partenariat. Ouais. Mais en même temps, on a été intelligent de dire que, ok, on vous donne ce morceau de fer, mais on ne va pas vous donner tout de sorte que vous devez hein? Donc, alors, au départ, on a commencé, on travaille toujours avec un partenaire indien pour tout ce qui est la partie software development, donc développement de logiciels, mais aussi, au fur et à mesure, par exemple, on a commencé à travailler avec UTM, University of Technology Mauritius, pour, par exemple, tout ce qui est le développement de AI. Ok, d'accord. On est en train aussi de justement dépendre et j'attends que justement on aura l'opportunité de collaborer beaucoup plus avec le wagon parce que il y a cette possibilité et de développer et d'avancer. Je vois des data scientists alumni qui sont dans la salle en plus, donc vous avez entendu le message qui est passé, je ne sais plus où ils sont. Mais... du coup aujourd'hui vous êtes combien chez FinClub? Là, c'est des questions pour avoir un peu un overview. Ouais, je crois on est quoi, 18, vingtaine de personnes en full-time. Okay. Et puis en part-time, nous avons peut-être 6-7. Ok. Moi, je pense FinTech, mais proprement parlé, on est probablement parmi le plus grand, sinon le plus grand. Ok. FinTech, hein, je parle. Ouais. Vous recrutez, vos plus grosses problématiques aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est plus intelligence artificielle, matching, scoring matching de profils, etc. sur les candidats qui vont venir demander des prêts. Ça, c'est vos plus grosses problématiques. Donc, aujourd'hui, c'est plus des problématiques de data science que vous avez. Tout à fait. Moi, je pense que déjà, le skills, les compétences, donc on a besoin de beaucoup plus que ça. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, justement, si on parle de data science, on ne peut pas avoir des data scientists sans avoir les data. Oui, c'est sûr. Et ça, c'est un gros problème. D'accord? Le data lake,
par exemple, par rapport aux gens que moi je connais qui sont dans le Giron, qui travaillent sur des projets similaires, eux, ils commencent, ils te disent, bon, on a 50 000, 100 000 datasets. D'accord? Nous, on parle de 2000, 4000, 5000. Par exemple, sur la plateforme de FinClub, nous avons à peu près 5000 personnes qui se sont enregistrées d'une façon ou d'une autre. Donc, ce n'est pas suffisant. C'est bon, mais pas suffisant. C'est important de quand même avoir beaucoup plus que ça. Donc, déjà, le volume, mais aussi accessibilité. Comme tout à l'heure, on a dit d'avoir accès à le Government Information Highway, donc ce highway qui connecte tous les données du gouvernement, par exemple, des cartes d'identité nationale, National ID Card, c'est avec Civil Status Office, c'est connecté, les passeports, etc. Donc, toutes ces informations sont là. Il faut tout simplement donner accès. On est consent basis, donc avec consentement, donner accès et éventuellement développer des trucs. Collecter, traiter, analyser, interpréter. Exactement. Exactement. J'ai quelques questions un peu rapides, parce que je vois que l'heure tourne et j'en ai encore plein, donc je voudrais te les poser. Combien d'investisseurs aujourd'hui sur FinClub? Investisseurs, c'est-à-dire equity ou lender? Lenders. Nous avons à peu près 500, 600 qui se sont enregistrés, mais en termes d'actifs, donc les gens qui sont vraiment actifs, je dirais la valeur du jour, 200. Il faut savoir c'est quelque chose de nouveau, d'accord? Dès qu'on demande à quelqu'un, tu sais, le peer-to-peer lending, tu peux prêter directement à quelqu'un, et il dit, si le type se barre avec mon argent. Ça, c'est le point. C'est la question que j'allais poser. Voilà. Donc là, nous, on doit expliquer pourquoi c'est pas le cas. Et s'il y a un ou deux prêts qui sont, pour raison d'une autre, qui ne sont pas repayés, justement, il faut construire, faire des portfolios, il faut investir. Parce que chez nous, les prêts sont en 3 mois à 2 ans. Enfin, là, c'était, mais là, c'est en 3 mois à 4 ans, puisqu'on a, comme j'ai dit, monté le maximum qui était au départ 100 000, et là, c'est 500 000. Donc, effectivement, les choses évoluent. Et ça, c'est l'avantage d'avoir développé son propre plateforme, parce qu'on est en train d'agrafer pas mal des trucs dedans. Mais petit à petit, ça commence à prendre les choses. Même chose, par exemple, au départ, les gens investissaient au départ 10 000, 5 000. Il faut savoir que comme lender, chez nous, donc il n'y a rien à payer et qu'on n'a besoin que de 5 000 roupies pour ouvrir un compte et l'investissement sur un prêt, c'est le minimum, c'est 1 000 roupies. D'accord? Tout le système est automatisé, beaucoup de dashboards, beaucoup analytiques, les contrats sont générés automatiquement, les signatures sont digitales, donc tout le processus. Nous, on s'est dit qu'on est parti sur un modèle de, comme si de mettre, je dirais, Facebook, McDonald's, un peu ce genre de trucs. Facebook, eux, ils font rien. Ils ont mis une plateforme et tout le monde, au fur et à mesure, viennent, donc créer les contenus, faire les trucs. Donc ça. Et McDonald's, le business model est fantastique parce que de plus en plus, il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de plat, il n'y a personne pour aller laver les assiettes, il n'y a pas des assiettes qui disparaissent sous casse, etc. Donc, et maintenant, ça devient encore plus intéressant parce que tu pars là-bas, tu n'as même pas la caissière qui tu fais. Donc, nous, notre principe, bon, il ne faut pas le dire trop fort, mais notre principe, c'est justement, on ne veut pas vous voir, le client. On le comprend au montage. Exact. Donc, fais au maximum possible, on met donc tout en ligne. Évidemment, avec le problématique de online business et surtout lorsque c'est financial business, c'est que
Parce que nous, on voulait pas, au départ, on ne voulait même pas donner l'adresse physique. Ouais, bah oui, ça peut être dangereux. Oui. Non, pas seulement dangereux, parce que justement pour créer cette mindset, cette mentalité, everything is digital. Mais évidemment, les gens me disent non, c'est scam, etc. Donc c'est pour cela on a dit non, ben, on est telle place, donc ne vous en faites pas. Quel type de projets sont en général financés sur Fineclub? Est-ce qu'il y a une moyenne, enfin un type de projet en particulier qui ressort ou qui sont financés plus que d'autres? Je vais donner un exemple. Construction d'une maison, aide à l'éducation ou autre. Est-ce qu'il y a un type de projet un peu... Enfin, notre motto, qui est aussi notre vision, c'est Unlocking Smiles and Transforming Lives. Hein? Unlocking Smiles, Transforming Lives. Donc, tout ce qui va vous faire sourire ou va transformer votre vie. Okay. Donc, les projets d'éducation, rénovation de maison, se marier ou des trucs de ce genre. Évidemment, on n'est pas en train de financer gambling ou des trucs de ce genre. Oui, mais sûr. donc, tout ce qui est éthique, absolument pas. Il y a un côté humain, du coup. Justement. On a, par exemple, financé pas mal des frais médicaux. Donc, les gens ont besoin d'argent, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris de l'argent pour financer les cours de ACCA, de travailler en parallèle et de faire des trucs. Donc, de ce fait, ou même commencer un petit business. Donc, effectivement, on est assez ouvert. Ok, ouais. C'est chouette. J'ai une question un peu joker. Tu as le droit de dire que c'est ouvert. Donc vous vous êtes lancé là en janvier, enfin tout récent. 500 landlords enregistrés, 200 actifs quasiment réguliers, ce qui est déjà un beau succès en moins d'un an. Enfin là on va arriver à un an, mais donc c'est plutôt bravo déjà pour ça. Tu nous as parlé de l'évolution de Fineclub avec les différents services que vous alliez développer et proposer éventuellement à d'autres. Outils de matching, KPI, etc. Moi j'ai une question, comment va grandir Fineclub dans les prochaines années? Comment tu le vois, quelle est ta vision de tout ça? Disons que déjà il fallait se faire connaître, ça c'est la première chose. Deuxième, il y a beaucoup d'éducation à faire, parce que nous recevons toujours beaucoup d'appels, les gens nous demandent, etc. Donc il y a ça. Acculturation. Donc ça. Et puis, évidemment, au fur et à mesure qu'il y a cette confiance, la confiance est générée. Tout à l'heure, je disais que pour ouvrir un compte, c'était 5 000 roupies, et lorsque quelqu'un un account avec nous, ils vont transférer 5 000, 10 000, 25 000, 50 000, etc. Maintenant, on commence à avoir des transferts d'argent de 100 000, 200 000, 500 000, mais même 1 million de roupies à la fois. Donc, effectivement, le volume, ça accentue. Ça, c'est premièrement. En termes des prêts, au départ, les gens pensaient que, vous savez, c'est online, il ne va pas me voir, etc. Donc on fait des prêts, on fait des demandes, on va avoir l'argent et puis on va se barrer, etc. Non, ce n'est pas le cas. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pointers et en même temps vérification avec les rapports de credit profile de la banque de Maurice. Donc il y a pas mal de choses qu'on fait, qu'on doit faire, qu'on évolue. Et puis, donc, les choses sont en train de... Aujourd'hui, on est en train de faire à peu près 2,5 millions de roupies de prêts par mois, donc qui n'est pas mal. On s'attend à ce que ce chiffre va monter assez rapidement, et surtout assez rapidement, donc non seulement parce que l'aspect marketing qui se fait, mais aussi
en termes de, par exemple, comme tout à l'heure, j'ai dit, en utilisant le module d'intelligence artificielle, de faire le underwriting qui se fait beaucoup plus rapidement. D'accord? Et la qualité de demande des prêts aussi, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, je pense que, disons aujourd'hui, on a beaucoup plus de confort dans ce qu'on est en train de proposer. En parallèle, on est en train de parler avec les banques qui sont très intéressées à non seulement disons, être des partenaires, mais aussi de financer des petits prêts. Donc, il y a pas mal d'évolutions. Mais on a aussi voulu que quand même comme si walk the talk. Hein? Donc, de faire des choses que à l'arrière, on est en mesure de garantir que oui, parce qu'on va dire quelque chose, on va le faire. C'est encourageant. Je réagis à ce que tu dis. Vous avez quand même été des pionniers un peu de la fintech. Oui. On le voit aujourd'hui, beaucoup de banques se digitalisent. Enfin, moi, je suis à Maurice depuis 1 an et demi. La première chose qu'on m'a dit, c'est qu'il faut que tu aies Juice. Oui. Donc, même en France, il n'y a pas une banque qui a un système comme ça, donc c'est plutôt encourageant. Donc, il y a aussi l'écosystème mauricien qui pousse et qui fait en sorte qu'on va arriver à des solutions de plus en plus développées, de plus en plus efficientes dans l'utilisation et au quotidien. Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'écosystème à Maurice, à l'heure actuelle? Donc, d'une part, il y a le côté regulation, je retourne sur ça, parce que ça, c'est vraiment le pain. Exactement, une plateforme à partir de quoi les choses peuvent être. Vous savez, vous connaissez l'histoire de M-Pesa, tout le monde connaît, non? M-Pesa, donc le mobile money au Kenya. Donc, c'est un partnership de Vodafone et de Safaricom. Donc Vodafone, etc., c'était anglais. Donc, lorsqu'ils sont venus au Kenya, donc ils voulaient avoir une licence, un permis d'opérer, et ils sont partis voir le ministère de Finances. Le ministère de Finances a dit: ah bah ça c'est vous parlez de téléphone, des transferts à partir de téléphone, ça c'est pas nous, ça, allez voir le ministère de ICT ou des trucs comme ça. Ok, on va voir le ministère de ICT. Et là-bas, on nous dit, ben non, vous parlez de finances, ça, il faut aller voir le ministère des Finances. Alors, eux, ils se sont dit, ben ok, nous, on commence, le premier qui va protester, on va lui soumettre notre demande. 8-10 ans après, personne n'est venu. Et aujourd'hui, M-Pesa est le benchmark, mobile money benchmark, pas qu'en Afrique, dans le monde, in the world, hein, le benchmark dans le monde. Ils font beaucoup plus d'argent avec cette application que la partie téléphonie ou Internet, etc. Donc, ça. Et puis, donc ça c'est premièrement. Deuxièmement aussi, je pense que le mindset, les gens deviennent beaucoup plus digital, donc c'est en train de forcer les choses. Et puis, troisièmement, le site, qui sont généralement les emerging professionals, donc en termes de lender, les gens qui peuvent prêter. Par exemple, on donne l'opportunité à une personne d'investir, par exemple, 1 000 roupies par mois. Ouais. Tu mets 1 000 roupies dans un coin par mois et tu as la possibilité de le faire fructifier. Donc, c'est pas donc de venir d'offrir les services qui n'existent pas, qui justement permet aux gens de réfléchir et donc des petites choses de ce genre nous permettent d'évoluer. J'ai une dernière question et après je propose qu'on laisse peut-être un peu la parole s'il y a des questions dans la salle. Au Wagon, on a donc beaucoup de développeurs, web, data, on a aussi des freelances et on a quelques entrepreneurs qui décident de se lancer. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui demain, alors au-delà d'apprendre à coder et de venir faire le wagon évidemment, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui va entreprendre demain pour se lancer, pour démarrer? Ok. Vous savez,
philosophie d'entrepreneuriat, d'accord? Dans les temps, au départ, ça avait commencé avec les découvertes. Donc tu marches et puis tu te fais cogner et lorsque tu regardes, tu as une pierre, un diamant dans la main. Donc c'était quelque chose de ce genre. Donc que ce soit l'or, la découverte et l'invention par la suite. L'invention de l'électricité, la télé, etc. Donc découverte, l'invention. Et puis ça devenait beaucoup plus, je dirais, type assemblage. D'accord? De prendre des choses, au départ d'assembler quelque chose, et puis après d'assembler plusieurs trucs ensemble. Donc quelqu'un qui fait, je ne sais pas, un produit, tu as un autre produit, donc de vendre cette complémentarité, etc. Aujourd'hui, entrepreneuriat, c'est quoi? Donc, donc après ça, on est venu avec l'innovation. Donc, dans cette phase de cette lignée, l'innovation. Donc, tu viens, Facebook est venu donc faire quelque chose qui avait l'innovation. Amazon aussi. Hein. Si par exemple, on regarde Facebook, vous savez, Facebook existait 200 ans de cela. Enfin, par le Facebook qu'on connaissait. Pourquoi Facebook existe? C'est parce qu'on veut surveiller l'autre, qu'est-ce qu'il fait, savoir ce que l'autre fait. À l'époque, à l'île Maurice, c'était la fontaine d'eau. Hein? Donc il y avait la fontaine communautaire, on parlait, là c'était le Facebook, là là-bas même on pouvait avoir le statut des gens, etc. Ces choses. D'accord? Donc, l'évolution, donc, Facebook était en quelque sorte l'innovation de ça. Aujourd'hui, moi, je pense que l'entrepreneur est quelqu'un qui apporte des solutions. Pain remover. Quelle solution? Donc, de dire que vous, il me content faire ça, donc je vais aller faire, forget it. Première question à se poser, what solution I am bringing? Quelle solution j'apporte? Quel pain je suis en train? Puis, club, c'est justement que vous restez chez vous 24/7, vous faites de votre demande de chez vous. Vous ne venez pas nous voir. Donc, vous faites tout, upload tout le votre document. Donc, ça. Et de venir, comme tout à l'heure, j'ai dit, de venir de l'avant. C'est un peu dans notre pipeline des stratégies qu'on veut adopter. Pas pour l'instant, mais éventuellement, cette possibilité. Donc, toujours, quelle solution vous êtes en? Parce que les gens sont en train de chercher des solutions. Donc, il y en a, si vous regardez bien, il y a beaucoup d'opportunités qui vous permettraient éventuellement. Donc, ça c'est le premier. Deuxième point, I am passionate about it. Comme tout à l'heure, j'ai dit, hein, moi je customer hacking, etc. Well, geeking. Well, je suis hacking, but I have my own say. Donc, même affaire. It's good to be passionate in what you want to do and do, etc. But then, make sure you have the skills. Par exemple, les menuisiers qui commencent, ils démarrent son entreprise. Généralement, le menuisier a un skill, la menuiserie, mais il n'a pas pu développer le skills de marketing, commercial, bien d'autres choses. Et c'est pour cela aujourd'hui il y en a des tas, mais qui sont restés petits. D'accord? Bon, c'est un peu mon philosophie des choses. Si je fais quelque chose, je peux commencer petit, mais pour moi l'idée c'est de le faire monstrueux éventuellement. Donc ça c'est l'approche. Donc, do you have the skills? And if you don't have, deux possibilités. Either you get other people on board, donc vous prenez deux, ou vous-même allez vous documenter, former, etc. Donc, d'où, par exemple, comme vous, ici, le wagon, c'est une plateforme excellente de pouvoir d'avoir. Et justement, attraper à ça, c'est la partie networking. Par exemple, si vous êtes là, ben, vous arrivez à avoir quelqu'un d'autre qui a une idée qui est un peu complémentaire et nous allons travailler ensemble de faire des trucs de ce genre. Et puis, think big, not petit, déjà au départ,
faites des choses qui vous permettraient d'être big. Dream bigger, quoi. Oui, oui. Dream big, voilà. Dream big. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Je pense que vous pouvez en profiter. Il y a énormément de sujets. Est-ce qu'il y a des questions qui pourraient... Je sais, j'en regarde certains parce qu'ils sont en plein. Alors déjà, ils ont faim sûrement parce qu'il est 13h, mais on a un part-time en web développement qui est en cours en ce moment, et aujourd'hui, ils doivent rendre leur pitch avec Pain Target Solution, donc ce que tu disais tout à l'heure. Donc on est en plein dedans. Donc, est-ce que vous avez des questions, même sur FinClub ou sur un peu toute l'histoire autour de tout ça? J'envoie le micro, je le lance quand si vous me dites qu'il y a des questions. Vous avez des questions? Non? Bonjour. D'abord, je ne fais pas partie du wagon. Mais bienvenue. J'ai été invité à venir assister à votre exposé, interview. Je me présente, je m'appelle Mika, je suis journaliste. Et je ne suis pas là pour couvrir l'événement non plus. D'abord, je voudrais vous dire que c'est très inspirant de vous écouter. Beaucoup de jeunes ici, moi un peu moins. Je vois l'idée, si je peux me permettre, très intéressante. Je souhaite que la compagnie puisse continuer à grandir. Une question plus journalistique qui me taraude dans la tête. Vous avez évoqué le fait que vous voulez être, si ce n'est déjà, 100% digital, donc tout faire à travers l'informatique. La question pour la personne, plus au niveau de FinClub, hein, donc la personne qui emprunte ou celle qui est en train de lend money, quels sont les garde-fous à travers le système que vous avez développé, qui ont été mis en place ou qui seront mis en place, parce que la compagnie est encore très jeune, même pas encore 1 an, qui ont été mises en place pour s'assurer que ce soit non seulement l'emprunteur, mais aussi le lender. Donc, quelque part, c'est un win-win situation. Donc, si vous arrivez à comprendre, donc, quels sont ces garde-fous, parce que nous savons, les banques, il y a pas mal de garde-fous qui existent, mais là, vous voulez diminuer un peu le hurdle pour que les personnes puissent bénéficier et d'autres puissent lend. Donc, quels sont ces garde-fous qui ont été installés? Merci. D'accord. Donc déjà, Maurice, c'est very regulated environment. Donc, on est presque, juste pour aller dire bonjour, il va y avoir une loi très bientôt. Donc, tout chez nous, en matière financière, c'est hautement régulé. Donc, ça, c'est premier. Déjà, par exemple, nous, on a besoin de faire donc un return chaque 15 jours à la Banque de Maurice et à FSI aussi, donc à des périodes régulières. Donc ça, c'est la partie comme si, évidemment, on est audité, on est vérifié, il y a toute la partie, donc cette licence est de FSI, donc juste toute la partie. Maintenant, donc ça c'est légal, la partie. Maintenant, au niveau de prêt, money, donc il y a les dangers, les gros dangers potentiels sont premièrement au niveau de non-remboursement des prêts. Deuxièmement, c'est la partie money laundering et financing of terrorist activities, donc MLCFT. Donc, ça c'est les plus gros. Bien sûr, il y a d'autres risques, hein. Je parle des risques opérationnels, risques, des trucs de ce genre. Donc, ça c'est plus procédural qu'il faut voir, qu'il faut, avec l'éducation, la formation, etc., donc de continuer à former les gens. Par contre, les deux que je vous ai mentionnés, donc, au niveau de anti-money laundering, donc évidemment, nous, par exemple, on est bank-to-bank. Donc, on n'a pas ce fenêtre où les gens nous payent en cash, ou nous, on paye en cash. Donc, it's bank-to-bank. Une transaction est bank-to-bank. D'accord? Toujours avec cette idée, cette optique de, have everything digital. Donc, ça. Et puis,
évidemment, la partie, par exemple, money laundering ou autre chose, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que même les management companies, donc les secteurs financiers, sont très intéressés à parler avec nous. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? En général, avec une banque, par exemple, on vous demande 4 sets d'informations ou de data. Il y en a preuve d'identité, preuve d'adresse, votre source de financement, d'accord? Et puis le financial footprint. Donc, si par exemple, quelqu'un qui gagne 25 000 roupies par mois, mais au bout du mois, il y a quand même quelques milliers de roupies qui restent. Par rapport à quelqu'un qui gagne 100 000 roupies, mais à la fin du mois, il dépense 125 000 roupies. Donc, des trucs de ce genre que je vais dire financial footprint. Donc, pour nous, de plus en plus, et là, par exemple, on est en train de parler avec la Cour suprême. D'accord? On veut avoir tous les jugements de la Cour chez nous en utilisant le sensitive analysis. Non? Donc, d'analyser, pourquoi? C'est parce que les jugements sont rendus un peu dans toutes les formes. Même si quelqu'un est condamné, ce n'est pas nécessairement de le dire de cette façon, dépendant des juges. Et aussi la gravité des choses. Donc, on est en train de justement faire, de prendre toutes ces informations, donc de faire les analyses. Même truc au niveau d'autres points et d'autres données qui nous permet de faire une analyse complète, enfin assez complète d'une personne, le digital footprint, le digital identity de la personne. Et puis, les banques très souvent vous demandent de passer à la banque parce qu'ils sont en train de faire un KYC refresh. D'accord? Chez nous, non. Chez nous, c'est the click of a button. On veut faire. On le fait déjà, mais on veut le faire continuellement. Donc, ce qui est encore plus intéressant pour les management companies et les banques, parce que eux, pour eux, c'est coûteux de faire. C'est un travail très coûteux. Donc, si on est en train de proposer une solution qui permet de faire le refresh automatique, et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y avait une personne qui avait fait une demande d'un prêt, il y a à peu près 6 mois de cela, donc le prêt n'a pas passé, mais lorsque on est en train, on a fait un refresh, et le système étant automatique, nous, on dit, ben, même si vous êtes client, on va pas client, puisque vous êtes fiché chez nous, on va faire pour tout le monde. Donc, le système qui fait un refresh pour tout le monde, on a trouvé que la personne a été arrêtée pour condamnée pour escroquerie. Et ça, on veut continuellement pousser ces choses-là. Par exemple, tous les FSI, hein, newsletters et autres, que FSI est en train de... Même les journaux, d'accord? Donc, de faire ces sentiment analysis, de regarder les phrases, de le lier et de déduire à partir de là qui permettrait de faire pas mal de choses. Donc, ça, c'est le côté money laundering, fraude, etc. L'autre, c'était, oui, le non-remboursement. Aujourd'hui, après presque un an d'opération, mais surtout 6 mois d'opération, parce qu'on a fait un soft launch jusqu'à mi-juin. À partir de mai-juin, on a commencé à pousser les choses. Et là, on est en train de... donc, nos defaults, on a 0 qui sont plus de 90 jours. D'accord? Donc, les défauts qui sont plus de non-performing loan, donc 90 jours, c'est 0. Par contre, il y a toujours des retards, des personnes qui ont eu des petits soucis, petits problèmes, etc. Et là, nous, on préfère négocier, de regarder la personne, de s'assurer qu'il y a un paiement à l'arrière, au lieu de dire. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je parlais de notre underwriting tool, donc FinScore, et je disais qu'en général, les banques vont utiliser 4 datasets, bon, bien sûr, pas mal d'autres encore. Nous, on est en train d'utiliser 48 pour être plus précis, 48 data points et à peu près 290 data points. Donc, d'analyser tous ces points, de retirer donc un credit score
Et à partir de ce credit score, de retirer un risk category, donc A+, A, B, C, etc., pour éventuellement... Donc, au fur et à mesure. Et je pense que lorsqu'on aura suffisamment de données, des data, le machine learning donc, va se faire encore mieux et le système va s'améliorer au fur et à mesure. C'est bien connu, plus vous aurez de data et plus vous aurez la possibilité de créer ça. Plus tard. Merci beaucoup pour cette question. Je peux faire une deuxième, non ça va, le micro. C'est intéressant, peut-être une dernière. Donc, je comprends, c'est un start-up, donc à l'avenir, ce que vous êtes en train de développer, les logiciels informatiques, donc ça peut être utilisé dans une banque, dans un management, dans une... Tout à fait. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est ça. Donc, les possibilités accessoires, parce que, comme j'ai dit, nous, on ne veut pas que... vous savez, on utilise iPhone. Le problème de sortir de iPhone aujourd'hui, c'est difficile. C'est pas que vous ne voulez pas sortir. C'est un écosystème fermé, créé, qui vous empêche. Enfin, vous avez plus ou moins tout ici. Donc, et même si vous voulez quitter, ça devient compliqué. Très difficile. Donc, de créer l'écosystème, à ce moment, ça devient intéressant. For us, l'innovation, c'est dans notre DNA, et data is our oil, lifeblood. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça a donné des idées à d'autres? Non? Pas d'autres questions particulières? Je crois que je sens la faim sur les regards des uns et des autres. On a beaucoup parlé, mais on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Sanjay, pour ton intervention, ta disponibilité. On pourrait parler encore des heures et des heures, et c'est sans fin et c'est extrêmement intéressant. Beaucoup de succès pour la suite, Film Club et tout le reste, parce qu'à mon avis, il n'y a pas que ça. Donc, pour toi, en tout cas. Merci d'être venu jusqu'à nous. Si vous avez envie de financer le wagon, vous pouvez appeler Film Club, et il se fera un plaisir de vous accueillir aussi. Merci à vous d'avoir assisté à ce talk. Tu parler des entrepreneurs. Bien sûr. Si vous avez des projets à lancer, etc., n'hésitez pas, enfin, c'est l'occasion. Et il y a plein d'idées à faire en plus à Maurice, on a plein d'étudiants qui ont plein d'idées souvent, donc n'hésitez pas à poster vos projets, ce sera l'occasion. Merci beaucoup, merci à tous. Le prochain talk du wagon sera en 2023. On vous souhaite une excellente fin d'année et on vous souhaite un bon lunch, parce que là je crois que c'est là. Merci beaucoup en tout cas, merci à tous. Merci.